Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. La maladie de Lyme, savez-vous que c'est le record d'audience, toute catégorie, des Jeudis de la formation. Il y a pourtant d'autres sujets largement aussi polémiques et surtout plus fréquents. Mais le côté zoonose de la maladie, pénalisant des loisirs supposés très sains, en font un sujet facile et vendeur, comme diraient mes confrères journalistes. Souvent, sans beaucoup de discernement, parce qu'il ne faut pas oublier le rôle d'association de malades puissante. Alors, vos patients en parlent sans que vous ayez probablement encore toutes les réponses pour une maladie pas ou peu enseignée pendant nos études. Nos invités qui auront ce soir la lourde tâche de nous expliquer où se situe la limite entre le rationnel et l'irrationnel sont le professeur Jean-Paul Stahl, qui est infectiologue et chef de service dans le service d'infectiologie au CHU de Grenoble, le professeur Pierre Tadevin, infectiologue lui aussi et chef de service au CHU Pontchaillou de Rennes, et enfin le professeur Benoît Jolac, qui est médecin bactériologiste et chef de service au CHU de Strasbourg, Centre national de référence des Borrelia. Exceptionnellement, cette émission étant enregistrée en coproduction avec Adicem, la société de formation partenaire des JDF, qui vous propose un DPC agréé, nous ne sommes pas en direct et nous ne ferons donc pas appel à vos questions spontanées. D'ailleurs, si cette émission vous a intéressé et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran, agencedpc.fr, pour une très bonne mise au point, messieurs, sur la maladie de Lyme. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Pierre Tadevin. Vous êtes infectiologue et chef de service. Pourquoi on doit encore revenir sur ce sujet? On a l'impression que c'était clos. Il faut bien dire que c'est une pathologie qui est complexe, à la fois dans les présentations cliniques, puisque ça peut donner un peu tout, et puis dans le diagnostic. Il y en a d'autres, en règle générale. La médecine n'est pas toujours simplissime, mais pourquoi ce sujet revient sans arrêt? Vous n'avez pas réussi à fermer complètement le sujet? Je pense qu'il ne faut pas regretter que les sujets reviennent, puisque c'est ce qui permet de faire des progrès à la médecine et puis dans la prise en charge des patients. Mais c'est vrai que la maladie de Lyme a été de loin la principale préoccupation en termes d'occupation médiatique de la dernière année. Alors, vous dites qu'il ne faut pas refermer des sujets. Effectivement, il y a plein de sujets, mais là, on est en pleine polémique, Jean-Paul Stahl. Qu'est-ce qui vous laisse penser aujourd'hui que vous allez arriver à refermer cette polémique? Je ne suis pas sûr qu'on ferme une polémique, ou tout au moins, si on la ferme, on la remplace par une autre. Je crois que l'esprit humain est ainsi fait. Vous pensez que la polémique ne peut pas s'arrêter sur la maladie de Lyme? Pas spécialement sur la maladie de Lyme, mais moi j'ai connu une polémique antérieure dans mes plus jeunes années. C'était sur les rickettsies. Mais c'était exactement la même chose que la maladie de Lyme, avec les mêmes organisations, la même déviance biologique. Et vous avez réussi à l'éteindre. Et ça s'est éteint. Je ne sais pas si c'est nous qui en sommes responsables ou si ça s'est éteint tout seul pour dévier sur une autre. Benoît Jolac, est-ce qu'on peut résumer en disant que c'est avant tout un problème de biologie et de biologistes, cette polémique? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de biologiste et de biologie, mais on peut bien sûr servir de bouc émissaire. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais simplement qu'on parle beaucoup de problèmes de biologie. Ça fait d'ailleurs sourire vos deux collègues. À ce moment-là, on peut le voir. Je pense qu'il y a un problème, comme vient de le dire Jean-Paul Stahl, avec toutes les bactéries pour lesquelles qu'on n'arrive pas à visualiser la coloration de Gram et qui sont de croissance difficile. Il y a eu les rickettsies, il y a eu les brucella qui étaient de culture difficile, il y a eu une époque les legionella. Donc je pense qu'on est dans cette évolution-là. On va parler des Borrelia aujourd'hui et on va voir quelle démarche diagnostique et pratique face à une sérologie de Lyme positive sans symptomologie spécifique. On ouvre le débat. Quelle est la valeur d'une sérologie positive? Alors, qui répond à cette question-là? Le biologiste ou le clinicien? On peut le faire tous les deux. Les deux. Alors, on commence par vous, M. Jolac. Je pense que c'est la bonne question. C'est se poser... À quoi va me servir une sérologie si je la prescris, une fois que je vais avoir le résultat, notamment qu'est-ce que je vais faire de mon résultat qui est positif. Quand vous dites vous prescrivez une sérologie, c'est laquelle? ELISA, alors, là aussi, il peut y avoir un débat là-dessus, mais c'est une situation qui est assez franco-française, puisque dans tous les pays d'Europe, on ne se pose pas tellement la question, et aux États-Unis non plus. La sérologie en première intention est faite par ELISA.
puisque c'est la bonne façon de détecter un taux d'anticorps. Les autres méthodes ne détectant pas des taux d'anticorps, mais détectant un profil d'anticorps. Alors, on est dans un débat franco-français, vous l'avez entendu. Qui est-ce qui est responsable du fait qu'on se pose des problèmes sur cette sérologie positive? Ce sont les médecins, infectiologues? Non, il n'y a pas de problème scientifique. Il y a un problème. Il y a un débat. Donc. Il y a un débat, oui, mais qui n'est pas sur le même plan. C'est-à-dire qu'il y a un débat. Il n'y a pas de débat scientifique au sens où la sérologie, c'est une sérologie fiable, qui pose maintenant pas de problème, etc. Après, il y a un débat émotionnel. C'est pas la même chose. Ouais. Au plan scientifique, ça ne nous pose pas de vraies questions. Oui. Oui, je pense que pour revenir sur ce point, la bonne question, c'est de se dire, est-ce que je fais une sérologie dite de dépistage? Et là, dans ce cas-là, la réponse est ça ne sert à rien. Ou est-ce que je fais une sérologie qui correspond à un contexte clinique? Et c'est dans ce cadre-là que ça doit être fait. Donc on oublie le dépistage. Pour vous, c'est quelque chose qui doit être tout à fait banni. C'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Oui, effectivement, puisque la sérologie nous dira simplement que le patient a un jour rencontré la borréliose de Lyme, mais ça ne dira pas. RS positif, combien de temps la sérologie? Probablement à vie chez beaucoup de patients. Au moins 10 ans chez des gens qui ont fait une borréliose disséminée, traitée avec aucune persistance de signes cliniques. Donc la personne qui pense avoir s'être fait piquer par un tic ou qui a senti quelque chose, ça ne sert à rien de faire une vérification de dépistage. Elle peut fort bien être positive sans l'avoir été cette fois-là. Ah oui, s'il n'y a pas de signe clinique, il n'y a absolument aucun intérêt. Est-ce qu'il y a des sous-types de Borrelia? Parce que là, on va compliquer un peu le problème. Est-ce qu'il y a, c'est toujours Elisa Borrelia ou est-ce qu'il y a des sous-types? Alors en fait, il y a différentes espèces au sein d'un complexe. Alors ça, c'est vrai que les bactériologistes n'ont pas rendu la situation très simple à comprendre, puisqu'il y a deux catégories de Borrelia. Il y a celles qui sont responsables des fièvres récurrentes, qui est une entité clinique bien classique, avec une évolution de la maladie qui est un peu différente, une bactériémie qui est fréquente, qui est importante. Et puis il y a les Borrelia qui sont responsables de la borréliose de Lyme, qui sont celles que l'on va rencontrer dans les pays d'Europe, pour lesquelles la bactériémie est faible, très courte, la fièvre peu intense et liée à d'autres espèces. Il y a de nombreuses espèces de Borrelia responsables de la borréliose de Lyme, mais elles sont détectées par les tests qui sont disponibles sur le territoire européen. Alors, vous avez fait un problème franco-français, on pourrait même en faire un problème régional, puisque selon les régions, je suppose que le profil de sérologie positive isolée n'est pas le même. Vous, à Strasbourg, vous êtes peut-être proche d'une région endémique, non? L'Alsace et le Grand Est, en règle générale, sont une zone qui est endémique, mais ce n'est pas la seule. Le Limousin aussi est dans cette situation-là. La Bretagne est sûrement pas, et on va dire que la proximité des montagnes vous rend peut-être plus sensible à Grenoble. Est-ce qu'il y a des grosses différences régionales? Il y a des différences régionales, mais qui sont liées à l'écologie locale. C'est-à-dire que pour qu'il y ait borréliose, il faut qu'il y ait la tique, qui est le transmetteur, et la tique, elle vit dans un environnement. Et par exemple, la forêt de sapins n'est pas du tout favorable à la tique, contrairement aux forêts de feuillus. Donc les Bretons se situent, si je comprends bien, voilà, dans les feuillus. Donc vous avez des tiques en Bretagne? On a des tiques et on a un taux de portage de la borréliose par les tiques qui n'est pas ridicule. Hein. C'est 5 à 10% d'après les différentes enquêtes. Donc on est aussi concerné, notamment parce qu'on est une région assez rurale, donc avec beaucoup d'opportunités d'exposition. Bon, donc les malades se plaignent donc de différences régionales dans l'approche de leur maladie. En plus, les associations de malades, tout ce que j'ai lu, c'est que vous, les biologistes français, selon les régions et les laboratoires, vous n'avez pas de standard et que on arrive à une discussion en se disant si j'habite Strasbourg, je vais me faire le test en Allemagne, ça sera mieux. Donc vous répondez quoi à ça pour nos médecins? Eh bien, ça fait sourire les biologistes allemands,
puisque les biologistes allemands disent, et nous on nous dit que si on va aux États-Unis, ça va être encore mieux. Ça pourrait faire sourire s'il n'y avait pas autant de polémiques, mais il faut bien savoir que les tests qui sont utilisés par les laboratoires français, qu'ils soient en Alsace ou ailleurs, sont les mêmes que ceux qui sont utilisés par les laboratoires allemands, par les laboratoires hollandais, par les laboratoires autrichiens, par les laboratoires italiens. C'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, celle-là. Au moins celle-là, on est certain, puisque là c'est simple comme raisonnement, si les tests sont les mêmes. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'en Allemagne, il y a des laboratoires non universitaires, en dehors d'hôpitaux publics, qui utilisent des méthodes que je qualifierais d'alternatives, dont la validation n'a pas été faite, ou alors pour lequel il a été prouvé qu'il n'était pas efficace. Jean-Paul Stahl, c'est une question, c'est du marketing de biologiste? Il n'y a pas que du marketing de biologiste, il y a aussi du marketing de clinicien. C'est-à-dire que certains vivent de cette polémique, il faut le dire clairement. Enfin, en tout cas, moi, je le dis clairement. Oui, certains vivent de cette polémique et même, si on en regarde les tarifs américains, vivent bien de cette polémique. Oui, vous êtes confronté à ça. Une des particularités de ces tests alternatifs, en tout cas d'une bonne partie d'entre eux, c'est qu'ils reviennent toujours positifs. Et c'est là où effectivement ça peut plaire à beaucoup de gens. Au médecin qui a dit « je pense que vous avez une maladie de Lyme, mais envoyez plutôt votre test là-bas, comme ça vous savez être confirmé ». Et puis à certains patients qui ont cette demande d'avoir ce diagnostic, même si les tests... C'est des accusations assez graves que vous proférez là, en fait. Oui, mais qui sont clairement vérifiables. Surtout qu'on n'a pas encore parlé du tout de clinique. On peut peut-être... Qu'est-ce qu'il faut rechercher rétrospectivement comme signe qui pourrait faire évoquer une primo-infection de Lyme qui serait passée inaperçue? Oui, c'est l'érythème migrant qui est le plus caractéristique, c'est-à-dire un érythème... C'est obligatoire c'est pas obligatoire, non, parce que ça peut passer inaperçu, ou tout au moins le patient peut ne pas s'en préoccuper. Et même si l'érythème a été réel. Pierre Tadevin, érythème et biologie positive, c'est un Lyme un peu... Alors, on ne fait pas de demande de biologie au moment de l'érythème. Non, mais arrête, la notion d'un érythème dans le passé récent peut-être du patient et la sérologie positive, c'est une forte présomption. Oui, alors après, à l'interrogatoire, on précise un peu si c'est dans les suites d'une exposition à la tique, si même la tique a été enlevée à ce moment-là et que la tache rouge est apparue plusieurs jours après, et là, ça devient très convaincant. Est-ce qu'on sait le pourcentage de personnes qui, après avoir été de façon très objective éprouvées, piquées par une tique, ne vont pas faire de borrelia ? De maladie de Lyme? Alors, il y a eu des études, notamment aux États-Unis, où ils ont suivi prospectivement, après une morsure de tique, des gens qui ont été piqués pour regarder si la tache apparaît. Et en fait, c'est assez rare, c'est moins de 5%. Pas plus. Tout à fait. Il y a des études similaires qui ont été faites par nos collègues néerlandais, où ça va bien sûr varier en fonction du taux d'infection des tiques, mais en Hollande, on est à peu près à 20% de taux d'infection des tiques, et on est sur des chiffres similaires. Et il y a eu aussi des études suisses qui ont été faites avec des suivis de patients sur du long terme, 7 ans, où on est à 5% à peu près de patients qui vont développer une maladie, et les autres qui feront une séroconversion et qui ne feront rien d'autre. Alors en cas de sérologie positive avec des symptomologies qui n'est pas spécifique, il fait quoi le médecin qui se retrouve devant ce sujet-là? Il fait un suivi biologique, il fait un suivi clinique, ou il dit, bon, écoutez, il n'y a rien? Ah non, il n'y a pas rien si la sérologie est positive. Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a la sérologie positive qui est liée à un contact qui a eu lieu s'il a eu lieu 6 mois, 10 ans, ou on ne sait avant. Est-ce que ça sert de faire quelque chose à ce moment-là? Non, non, c'est la même chose qu'avoir des anticorps contre la rougeole quand on a fait la rougeole. C'est exactement la même chose. Il faut toujours corréler le résultat. On trouve des anticorps anti-borrelia d'ailleurs, c'est quelque chose qui se retrouve Des années après? Ouais. Ah oui, tout à fait. Et qui protège de... Alors, ça c'est intéressant. Ils vont protéger vis-à-vis de la souche qui a infecté le patient. Ils ne vont pas protéger
d'une espèce à une autre espèce, ça on est sûr. Au sein d'une espèce, il peut y avoir ou pas une protection. Excusez-moi, ça m'a traversé l'esprit de poser cette question-là. Donc maintenant, ce que je voulais dire, c'est que la biologie, la sérologie Lyme, doit s'intégrer dans un contexte clinique, comme tous les résultats biologiques d'ailleurs. S'il y a la biologie toute seule, on n'en fait rien. Il faut qu'il y ait un contexte clinique et si possible un contexte épidémiologique. Mais comment se fait le suivi pratiquement pour nos médecins Ah bah s'il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi du tout. Et il n'y a pas de recherche de signes cliniques Absolument pas. Voilà. Bon. Alors on va maintenant partir dans la deuxième partie de ce débat, ce qu'on appelle la maladie de Lyme chronique. D'ailleurs, Jean-Paul Stahl, c'est une dénomination inappropriée, je suppose, après vous avoir entendu en parler. Disons que oui, je pense que ça existe. Hein. La maladie de Lyme tardive, ça existe. Chronique, c'est une autre histoire. Il ne faut pas confondre les deux. Maladie de Lyme tardive, oui, ça existe, bien sûr. Bien sûr. Pierre Têtevin, est-ce possible qu'une borréliose de Lyme soit résistante aux antibiotiques qu'on utilise? Alors la bactérie en soi n'est pas résistante aux antibiotiques qu'on utilise. Il y a des symptômes qui peuvent persister après un traitement correct, mais dans ces cas-là, ils ne sont pas liés à la persistance de la bactérie. Pour vous, le bactériologue, il n'y a pas de problème? Tout à fait. Il y a pas de... C'est une bactérie qui évolue dans le monde sauvage, dont les réservoirs sont des animaux sauvages. Il n'y a pas eu de transmission ou d'acquisition de gènes de résistance. On sait que les souches sont plus ou moins sensibles à certains antibiotiques, mais elles sont toutes sensibles à tous les antibiotiques qui ont été évalués. Alors, on a parlé de formes rondes de borréliose qui pourraient être des formes latentes, naturellement résistantes aux antibiotiques. Là encore, on est dans la science-fiction. On n'est pas dans la science-fiction, on est dans une translation beaucoup trop rapide entre l'in vitro et l'in vivo. C'est des choses qui ont été montrées in vitro, mais qui ne sont pas des formes kystiques. Une forme ronde, ce n'est pas une forme kystique, parce que par forme kystique, on entend possibilité de résistance, de persistance, comme des kystes de toxoplasme, mais des choses comme ça n'ont pas été montrées. Mais si c'était montré in vivo, in vitro, vous faites la part belle à ceux qui disent que les cliniciens passent peut-être à côté de quelque chose. Donc, ça a été montré in vitro, ça n'a jamais été montré in vivo, ni sur modèle animal. C'est pas montré in vivo que ça n'existe pas. On va les provoquer un petit peu, nos cliniciens. Pierre Têtevin. Ça a été vraiment bien étudié là par des belles études randomisées avec du double aveugle et du placebo. Et en fait, redonner des traitements antibiotiques dans cette hypothèse-là, en se disant il doit pouvoir rester des bactéries vivantes qu'on va pouvoir achever avec un mois d'antibiotiques de plus, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas mieux que le placebo. Donc il n'y a vraiment pas de justification à redonner des antibiothérapies derrière. Oui, Benoît Jelac. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui a été montré in vitro, c'est ces images rondes ont été montrées entre guillemets, en maltraitant les bactéries, en les mettant dans des conditions notamment d'osmolarité extrêmement faible pour provoquer cela. Je ne suis pas du tout sûr que ces conditions in vitro qui amènent à ces formes rondes soient même compatibles avec toute forme de vie. D'accord. Le traitement antibiotique, c'est quoi la prescription normale? Oui, il est relativement simple. On a deux familles d'antibiotiques, les cyclines ou les bêta-lactamines. Quelle dose? Qui sont toutes aux doses parfaitement standards. Bon, on sait que les antibiotiques sont toujours superbement bien prescrits dans notre pays, mais imaginons qu'ils soient mal prescrits, comme vous l'avez déjà expliqué. Et d'ailleurs, j'annonce qu'on va bientôt faire une émission là-dessus avec vous. Est-ce qu'il y a un risque d'échec au traitement si justement c'était mal prescrit? Et est-ce que vous en voyez en pratique? Des échecs d'une antibiothérapie qui aurait été mal conduite, très honnêtement, je n'en ai pas vu dans la consultation, mais il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, du style une durée insuffisante ou des choses comme ça. Mais ça, c'est pas mis en évidence. Alors, on va partir du principe que le traitement antibiotique était bien conduit et efficace. Est-ce que c'est possible de garder des traitements après ce traitement, des symptômes après ce traitement alors? Un traitement bien conduit, c'est une guérison. Oui, mais on dit, alors les gens qui souffrent après traitement, fatigue, douleur musculo-squelettique, trouble de la concentration, céphalée, trouble mnésique, pour vous, ça c'est, on est dans le domaine de... Il y a une liste qui est beaucoup plus importante que ça. Hein. Je vous ai cité ceux qui... Oui, mais il y a la perte des cheveux aussi, il y a la prise de poids, mais aussi la perte de poids. Dans la liste, j'essaye de me remémorer. C'est simplement, ça donne une idée du panel de spécificité. Là, vous êtes en train d'écrire des recherches fantaisistes. C'est sur le site internet de l'association
française. Oui, mais association française de quoi? Des Lyme. D'accord. Lyme. Et donc que vous ne reconnaissez pas comme étant des... Disons que c'est des symptômes de quelque chose. Oui. Mais de les rapporter, pourquoi les rapporter à Lyme? Vous êtes en C'est train ça de le me problème. dire qu'on est dans le même problème que la fibromyalgie à un moment. On est un peu dans ce registre-là. Dans ce registre-là, on a quand même dans la fibromyalgie des gens qui y souffrent. Mais bien sûr. Donc, mais ça ne veut pas dire... Attention, le fait de dire que ce n'est pas un Lyme ne veut pas dire que ce sont des personnes qui n'ont rien. C'est simplement que ce n'est pas un Lyme, c'est tout. Après, c'est tout l'intérêt, c'est de les orienter correctement vers les bonnes personnes et les bons médecins. Est-ce que, Pierre Têtevin, vous êtes infectiologue, c'est des symptômes que vous retrouvez dans d'autres infections, dans d'autres pathologies infectieuses, où on se retrouve avec ce type de symptomologie un peu frustre et pas forcément rattachable? Alors ça se voit dans beaucoup de pathologies, pas seulement infectieuses, et c'est vrai que le souci principal, c'est de savoir comment les soulager, mais que les gens aient encore des symptômes après un traitement d'une maladie de Lyme, c'est tout à fait... non mais là, c'est simplement ce que j'essaye de traduire ce que vous me dites, moi qui suis un médecin comme tous ceux qui nous regardent, c'est de dire... Bon, on a ça un peu souvent dans d'autres pathologies infectieuses, mais on n'en fait pas le même retentissement parce qu'il n'y a pas ce contexte émotionnel qu'il y a sur la maladie de Lyme. C'est ça la bonne traduction? Tout à fait. Oui, pour prendre une autre pathologie, alors grave, que je connais aussi plutôt bien, les encéphalites, on a des séquelles, 40% des personnes présentent des séquelles, mais qui peuvent être de cet ordre-là. Oui, on peut comprendre après une encéphalite qui est quand même quelque chose de brutal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune spécificité à cela. Ça peut être brutal, le Lyme, dans sa symptomologie clinique, ou pas? Ah ben oui. Ouais. Il y a des Lyme qui explosent ou pas? Ce qu'on voit peut-être de plus brutal en France, c'est les neuroborrélioses précoces, qui sont vraiment l'installation brutale d'une paralysie faciale, par exemple, chez quelqu'un qui n'aura pas toujours remarqué qu'il avait eu un érythème migrant ou qui peut-être n'a pas eu d'érythème migrant. Et là, comment vous faites devant ce type de symptomatologie? Vous demandez une recherche de borréliose, vous y pensez ou... Il faut rester clinique dans ces situations-là, c'est de savoir s'il y a pu avoir une exposition, notamment dans une zone endémique ou fortement endémique. Là, si on est chez des patients qui sont hospitalisés et qui sont examinés par des spécialistes comme vous sur ce type de pathologie. Ça peut pas être le... Nous, des neurologues. Oui, vous, des neurologues. Alors, vous, l'infectiologue, vous allez y penser tout de suite parce que vous êtes... Le neurologue va y penser? Oh, je pense que oui, ça fait partie de leur panel. Vous qui voyez les deux spécialités. Oui, effectivement, on travaille en coordination avec les deux types de spécialités. Je pense que dans le cas des neuroborrélioses, un message important à faire passer, c'est la nécessité, notamment dans les neuroborrélioses aiguës, où la sérologie peut être prise en défaut. La sérologie sanguine peut être prise en défaut au début de la neuroborréliose aiguë, c'est de faire passer le message qu'il y a une nécessité, même si c'est un geste invasif pour le patient, à réaliser une ponction lombaire qui permet de mettre en évidence une lymphocytose dans le LCR et dont le taux d'anticorps va être plus précocement positif que dans le sérum. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de situations cliniques où il y a eu cette incompréhension entre la sérologie négative dans le sang et une authentique neuroborréliose parce que on ne voulait pas ennuyer, et c'est tout à fait compréhensible, le patient avec une ponction lombaire, mais pour l'instant, avec les outils actuels, ça s'avère nécessaire. Alors, j'ai lu que les troubles mnésiques régresseraient d'autant plus vite que la maladie de Lyme avait un traitement antibiotique précoce. Est-ce qu'on a la moindre preuve que les antibiotiques ont une action sur ces troubles, tous ces troubles un peu polymorphes qu'on vient de décrire? Les antibiotiques, ils ont une activité démontrée sur la phase aiguë, voire secondaire. Après, sur ce type de ce qu'on pourrait appeler de séquelles, là, par contre, je n'ai pas connaissance d'un essai clinique véritable. Monsieur Joliac. Ce qui a été fait dans une étude slovène qui est sortie l'année dernière, c'est de montrer que plus on diagnostiquait tôt des troubles neurologiques dans le cas d'une borréliose de Lyme, plus tôt on mettait en place le traitement et moins la fréquence de ces symptômes était importante. Donc, par contre, une fois qu'ils sont là, comme l'ont dit mes deux confrères, il n'y a pas d'amélioration à retraiter, retraiter ces patients.
Ce qui compte, c'est la précocité du diagnostic et du traitement. Alors, il y en a qui préconisent des traitements antibiotiques prolongés pour résoudre ces problèmes. Il y a des études là-dessus? Il y a une étude, mais négative. Négative. Ce qui démontre qu'il n'y a pas d'intérêt à prolonger. Donc, c'est pas la peine d'expliquer qu'il y a des risques de toxicité, d'effets secondaires, d'antibiorésistance. Bien évidemment. Mais quand on dit des traitements antibiotiques prolongés, on parle de quelle durée? Alors, il y a eu une seule étude en Europe vraiment randomisée importante où ils avaient rajouté 3 mois de traitement pour voir si ça faisait du bien ou pas du bien. Mais il y en a eu aussi aux États-Unis et c'est assez démonstratif. En général, ils ne trouvent aucun intérêt par rapport au placebo et simplement les effets indésirables des antibiotiques en plus. Donc là aussi, débat clos. Chaque fois qu'il y a quand même des notions importantes de polémique, vous avez toujours la réponse à ces sujets-là, de façon sans être embêté, si j'ose dire, sans avoir d'état d'âme. Non, scientifiquement, ça ne pose pas de vrais problèmes. C'est un peu le même débat sociologique, si on pouvait dire, que pour les vaccins. Oui. On est un petit peu dans la même pourquoi réactivité. Pourquoi ça vous touche, vous, plus les infectiologues? Vous êtes posé le problème de savoir que vous étiez des vecteurs de... C'est très simple à comprendre. Ouais. C'est que nous avons affaire à des aliens. C'est-à-dire que c'est la seule spécialité médicale où il y a un autre être vivant, autre que nous, humains, qui est en jeu. Donc on comprend que ça puisse entraîner une certaine réactivité. C'est une très belle, c'est une belle analyse que le bactériologiste, le spécialiste des aliens, doit vous l'achetez, ça? Je pense que c'est assez vrai. Effectivement, c'est une explication qui trouve aussi sa racine dans la phobie qui existe vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des tiques, qui sont d'ailleurs montrées par les médias comme étant de taille de plus en plus grande, alors qu'elles sont en fait plutôt petites, mais on les montre en images de plus en plus grandes avec des photos faites au microscope qui sont de plus en plus effrayantes. Je pense que ça participe aussi un peu dans l'inconscient. Alors au final, vous avez refusé le terme de maladie de Lyme chronique, disant que ça n'avait pas de sens. Le syndrome post-borréliose de Lyme, ça ne serait pas plus affiné? Non, vous avez le droit de me dire que je me trompe. Hein. Non, pourquoi pas? Non, mais on peut. Il y a une pathologie infectieuse plus ou moins grave peut entraîner derrière des séquelles. Ça, c'est incontestable, absolument incontestable. Donc pour moi, le plus adapté serait de parler de séquelles, effectivement, qui méritent d'être prises en compte, qui sont d'ordre totalement différent de la maladie infectieuse initiale, mais qui existent. Je vais rajouter un mot là-dessus. Oui, ce qui est un peu gênant pour appeler ça un syndrome, c'est que finalement c'est très très hétérogène. On a vraiment des plaintes qui sont très variées. C'est difficile de reconnaître que c'est lié à un Lyme qui aurait été antérieur et c'est difficile d'en faire vraiment une entité. C'est beaucoup de plaintes au décours d'une maladie de Lyme sans qu'on puisse en faire un syndrome vraiment. Alors, la troisième partie de ce débat, on sait que vous vous trompez très peu, mais il y a des diagnostics différentiels qui restent toujours en médecine importants. Pour être complet, il faut qu'on en parle. Les associations de malades mettent beaucoup en avant les co-infections au cours de la piqûre de tique. On a une idée de la fréquence des co-infections. Là encore, je vais poser la question aux cliniciens et aux bactériologistes. Lors d'une piqûre de tique? Alors, je crois que... Il y a un raccourci qui est fait beaucoup trop rapidement entre la diversité de ce que l'on trouve dans une tique, pour lequel on peut trouver la tique est une sorte de poubelle, elle va piquer toutes sortes d'animaux et récupérer toutes sortes de bactéries du monde sauvage, bactéries, de virus ou de parasites. Et c'est pas parce qu'une tique transporte beaucoup de micro-organismes que tous ces micro-organismes sont d'une part pathogènes pour l'homme, au sens pouvant donner une maladie. C'est un raccourci qui est très très rapidement fait actuellement, et ensuite qui sont transmissibles à l'homme de façon à pouvoir lui donner une maladie. On sait très bien que Borrelia est transmissible à l'homme via la piqûre de tique parce qu'il y a une maturation qui se fait dans la tique. Donc il y a l'intervention de la tique pour certains micro-organismes qui ne se produit pas forcément pour d'autres.
D'autre part, les tiques portent par exemple des acinétobactères. À part un individu immunodéprimé, il ne va pas faire une infection parce qu'une tique lui aurait inoculé éventuellement des acinétobactères. C'est les deux bactéries, Borrelia et Acinetobacter? Non, je prenais l'exemple d'Acinetobacter justement à l'opposé de Borrelia burgdorferi. Mais il y a d'autres bactéries portées par les tiques, d'autres virus, d'autres agents parasitaires qui sont portés et qui peuvent être aussi pathogènes. Par exemple, il y a le plus classique qui est étudié, c'est sur le plan bactérien Anaplasma phagocytophilum. Parmi les virus, c'est le virus TBE et parmi les parasites, c'est Babesia. Les cas de co-infection prouvés non pas par des sérologies, on retombe dans la même problématique qui a été évoquée, mais prouvés sur un plan moléculaire, sont tout à fait rares. En 5 ans d'exercice du CNR, on a eu un cas ou l'autre de co-infection chez un patient. Donc je crois qu'il y a des infections autres que Borrelia qu'il faut prendre en compte quand les signes cliniques ne correspondent pas à Borrelia, mais les cas de co-infection, inoculation directe donnant lieu à maladie simultanée par 2 pathogènes sont très rares. C'est dommage parce que là on avait l'explication clinique de toutes ces Lyme. Cette autre symptomatologie, là encore, fausse piste? Non, pas forcément, puisque si en plus on traite Lyme et que ce n'est pas Lyme, c'est quand même des bactéries sensibles aux antibiotiques pour la plupart. Donc, sauf si c'est un virus? Sauf si c'est un virus. Mais auquel cas, mais alors les virus, c'est connu. Des virus qui fatiguent, il y en a plein. Il y en a 1 ou 2. Oui. 1 ou 2. Ça peut pas être ça. Mais c'est pas. Celui-là qui a l'air d'être moins affirmatif que vous. Je crois que concernant les virus, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, vous affirmez que l'on ne sait pas, vous affirmez qu'on a les preuves qu'il n'y a pas d'autres possibilités. On ne les a pas toutes. Mais concernant les bactéries, je rejoins ce que vient de dire Jean-Paul Stahl, c'est-à-dire que beaucoup de traitements vont être efficaces, antibiotiques vont être efficaces sur les différentes bactéries que portent les tiques. Anaplasma, comme les Rickettsia, sont traités de façon très efficace par les cyclines. Donc, ce n'est pas là que va reposer le problème. Le cas de Babesia, il faut un traitement effectivement antibiotique spécifique, mais il y a des signes cliniques qui sont spécifiques. Ça touche des patients qui sont profondément immunodéprimés. Donc je pense que là aussi, il faut confronter quel est le statut du patient aux signes cliniques que l'on connaît et à la situation aux symptômes que présente ce patient précis en face de nous. Alors les médecins de ville qui nous regardent ce soir doivent se dire ils sont gentils, hein, nos amis spécialistes, mais quel diagnostic est-il légitime d'évoquer en médecine de ville devant des douleurs diffuses et de la fatigue? Alors, il y en a... Vous allez me dire qu'il y en a trop? Il y en a énormément. La première chose, il y en a énormément. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut hiérarchiser en fonction de l'importance thérapeutique qu'on peut leur accorder. Et moi, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit et qui, dans la petite expérience que j'ai, me paraissent doivent être mises en avant. C'est être sûr qu'il ne s'agit pas d'une pathologie hématologique, que ce soit un lymphome ou que ce soit une leucémie. 2, que ce ne soit pas une tuberculose, qui est fatigue chronique, amaigrissement, enfin autant de signes qu'on voit qui sont rapportés dans le Lyme. Ça, c'est dans votre spécialité de l'infectieuse, mais ça peut être aussi des choses qui débordent de... L'hématologie, c'est pas de l'infection. Oui, c'est vrai, excusez-moi, j'ai laissé... Mais alors, tout ce qui est syndrome inflammatoire versus non-inflammatoire, de douleurs plutôt neurologiques, ça veut dire qu'il faut avoir éliminé tout ça? Après, il y a tout le panel des neuropathies, sclérose en plaques, etc. On en revient qu'une fatigue, des douleurs diffuses reste pour le médecin. C'est ça, c'est que ça veut simplement... On a peut-être trouvé avec la... Genre, évidemment, je vais dans votre sens, mais il y en a surtout qui diront que j'exagère, mais on a retrouvé avec la maladie de Lyme une excuse bien pratique pour c'est trop facile. Trop facile pour ranger des patients. C'est trop facile, et d'autant plus, alors le piège... Alors il y a un premier piège qui est la sérologie faussement positive, que ce soit volontaire ou pas, rendue par un laboratoire. Ça, là, c'est vraiment... clairement l'erreur. Et puis le deuxième piège, c'est les patients qui vivent dans une zone d'endémie
qui ont une sérologie positive, parce que ils ont rencontré Lyme un jour, etc., mais ils en vivent sans problème, et qui présentent une pathologie éventuellement grave qu'on rattache immédiatement à Lyme. Et c'est là où on fait des erreurs qui peuvent être très graves. Je vais revenir sur vous, je ne vais pas vous lâcher là-dessus, hein, les faux positifs, on va voir ça. Mais avant, Pierre Tadevin, pour vous, les diagnostics à ne pas négliger, vous confirmez hématologie et tuberculose. Sur la liste des diagnostics, ça dépend un peu des épidémiologies, mais ce qui est sûr, c'est qu'un des gros soucis, non seulement de se tromper en mettant des antibiotiques, c'est aussi de rater, de prendre du retard sur des maladies comme la sclérose en plaques, comme des hémopathies, comme d'autres maladies neurologiques, qui fait qu'on perd vraiment du temps, on perd des chances de guérison pour les patients. Donc il faut savoir dire, non, c'est pas ça. Ça ne ressemble pas, le test validé est négatif et cherchons autre chose. Les faux positifs, c'est fréquent, c'est quelque chose qui peut... Vous direz que tout le monde peut se tromper, mais là, c'est délicat comme... Non, je pense que c'est une des raisons pour laquelle la France a structuré les choses plus que d'autres pays européens. Dans tous les pays européens, on ne fait pas un Western blot. Certains pays européens estiment que ça ne sert à rien, que c'est trop cher en coût de santé et que l'ELISA confronté aussi une clinique suffit. La France fait comme l'Allemagne, c'est-à-dire tout positif est confirmé ou infirmé par Western blot. Donc il y a bien sûr des variations en termes de tests et tous les Western blot ne sont pas parfaitement de qualité équivalente. C'est une raison pour laquelle le CNR les a évalués récemment. Mais en utilisant cette stratégie en 2 étapes, on aboutit quand même à éliminer un maximum de faux positifs. Par contre, ce qui reste à nouveau, c'est le fait qu'une sérologie positive ne veut pas dire que les symptômes du patient sont liés à l'infection par Borrelia. On peut avoir malheureusement un cancer et avoir une séropositivité pour Borrelia. Ça n'en fait pas un cancer lié à Borrelia. Et je renchérirai vraiment sur ce qui vient d'être dit. Dans le cadre du CNR Borrelia, on voit beaucoup de patients qui ont des pathologies qui, de toute évidence, ne sont pas liées à Borrelia et qu'on voudrait rentrer au chausse-pied dans Borrelia. On a parlé des problèmes neurologiques, des hémopathies, on voit aussi des polyarthrites rhumatoïdes dont on voudrait faire des borrélioses avec des patients qui arrêtent leur traitement, de leur biothérapie pour ces traitements et qui sont en fait qui basculent sur des traitements au long cours pour des borrélioses et qui sont en fait des rhumatismes inflammatoires à traiter comme tels. On a 3 minutes pour conclure. Je vais chacun vous lancer sur, pas demander une conclusion, je vais vous lancer sur une piste de conclusion. Je vais commencer par vous, Jean-Paul Stahl. Le malaise qu'il y a entre le corps médical et les malades, est-ce que c'est pas parce qu'on a considéré que la maladie de Lyme comme une maladie émergente, alors que ce n'est pas du tout le cas, et qu'elle a été très mal enseignée aux médecins pendant nos études médicales? Alors, ce n'est pas une maladie émergente au sens le plus classique du terme. Ça, c'est à mon avis très clair. Que le nombre puisse augmenter, c'est sans doute vrai, et en grande partie grâce au progrès dans le diagnostic. Et pas forcément parce qu'il y en a plus. Donc là aussi, il faut faire très, très attention. Ça, c'est une chose. Moi, le deuxième point que je ressortirais sur Lyme, c'est l'importance à donner au bon diagnostic, c'est-à-dire ne pas tout rattacher à Lyme. Ça, c'est vraiment, à mon avis, et c'est comme ça qu'on fait des grosses erreurs médicales. Et puis juste un dernier commentaire, c'est quand on dit les malades, c'est pas les malades, c'est certains malades qui se sont constitués en association, qui ne représentent pas l'ensemble des malades infectés par Borrelia. Les malades infectés par Borrelia, c'est une approche multi-équipe de vous appuyer sur des internistes avec vous, des spécialistes de la douleur. Est-ce que ces malades difficiles doivent bénéficier d'une approche plus multidisciplinaire? Oui, bien sûr, mais quand c'est vraiment des maladies de Lyme traitées précocement, il n'y a pas besoin de tout cet arsenal de multidisciplinarité, puisque les antibiotiques diffusent et traitent les manifestations neurologiques comme rhumatologiques. Donc ce n'est pas tellement le problème du traitement de la maladie de Lyme qui est multidisciplinaire, c'est ceux pour qui on n'est pas sûr que c'est bien la maladie de Lyme. C'est le côté d'émotivité qui perturbe complètement, si on deviez faire une conclusion.
C'est sur la grande variété des symptômes, je pense, qui nous perturbent. Et puis puisqu'on dit que apparemment, ils ne sont pas liés à la maladie de Lyme. Vous ne pouvez pas dire que c'est eux qui vous perturbent. On ne peut pas approcher le patient en lui disant vos symptômes ne sont pas liés à la maladie de Lyme, il faut l'écouter. Pourquoi pas? Puisque vous avez l'air d'être tellement sûr que ce n'est pas la maladie de Lyme qui provoque ces symptômes. Non, on vous dit qu'une fois qu'on a épluché tout, on arrive à savoir si c'est ou pas lié à la maladie de Lyme. Mais ça suppose qu'on a écouté le patient avant, qu'on l'a examiné et éventuellement redirigé vers les collègues. Je vais terminer avec vous, Benoît Joliac, parce que vous avez été mis en cause plus les bactériologistes que les autres. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'en fin de compte, vous ignorez sur la maladie de Lyme? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine suffisance du corps médical devant la science et considère qu'il y a peut-être des choses qui nous échappent? Ou alors c'est complètement une réflexion totalement journalistique qui n'a aucun intérêt? J'ai le droit de me le dire. Je pense qu'il n'y a aucune maladie sur laquelle on ait fait le tour complet de la question. On ne sait pas certains aspects, par exemple. Pourquoi on ne sait pas, par exemple, ce qui se passe précisément une fois que la bactérie atteint certains organes? Quels sont les mécanismes qui sont déclenchés par la bactérie sur le plan de la réponse immunitaire au sens très large au niveau articulaire? On ne sait pas tout. On ne sait pas ce qui se passe de façon complète au niveau neurologique, mais c'est le cas pour des quantités de maladies. Mais je citerai par exemple un exemple de ce que l'on sait, c'est que quand un patient a de la fièvre, une fièvre supérieure à 38,5, après une piqûre de tique, il faut chercher autre chose. Ce n'est pas une borréliose. Eh bien, je vous rappelle que cette émission, elle vous a intéressé. Il est possible de vous inscrire au DPC que nous vous proposons avec notre partenaire Adicem. Merci messieurs, vous avez été brillants et j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce débat. Je vous rappelle aussi l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions qui vont être nombreuses. jdflemoine@gmail.com. Pour voir nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com et sur notre site YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission en direct. Bonne fin de soirée à tous. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.